Bonjour à tous, il est 13 heures, on va commencer. Soyez les bienvenus pour ce Medavis Live. On va voir un petit peu les cotations en consultation, en visite et en télémédecine, surtout ce qui change et puis quelques petits rappels qui font jamais de mal. Alors, Medavis, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une entreprise qui propose des solutions de télémédecine. On a des parcours publics, des parcours privés. Dans les parcours publics, le plus répandu, c'est la téléconsultation, le télésoin, la téléexpertise, que certains d'entre vous utilisent peut-être. On a aussi des solutions de coordination des soins sur les territoires. Alors ça, typiquement, c'est les CPTS et les ESS, donc les équipes de soins spécialisés qui commencent à bien prendre en France. On est très content d'accompagner plusieurs projets là-dessus. Et puis, une solution d'adressage pour les établissements. Et dans les parcours privés, on a une solution de téléconseil pour les bénéficiaires de mutuelles. Voilà pour un petit peu tout ce qu'on fait. Donc, l'avenant 9, il y a 4 grands axes. Renforcer l'accès aux soins des publics prioritaires. Donc, typiquement, les personnes âgées au domicile pour qu'elles puissent rester au domicile, les personnes en situation de handicap, la santé mentale en général et la santé des enfants en particulier, la réponse organisée face aux soins non programmés, la consolidation du parcours de soins du patient et d'accompagner le virage numérique. Voilà un peu les 4 grands axes. Sur les cotations, alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous lancer et de répondre dans l'onglet discussion pour ceux qui veulent. Il y a Monsieur M qui vient vous voir avec un dossier MDPH. C'est la première fois, il a eu un AVC et il voudrait avoir sa carte mobilité inclusion mention invalidité. Qu'est-ce que vous lui proposez et est-ce que vous avez une idée de la cotation que vous pouvez appliquer? Vous pouvez répondre pour ceux qui veulent. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Enfin, il n'y a pas de réponse bête. Dans l'onglet discussion pour ceux qui le souhaitent. Ça va changer effectivement avec l'avenant 9. Ouais, alors, on va essayer de faire après l'avenant 9 à partir d'avril. Parce que là, on est sur qu'est-ce qui va changer en avril 2022. Comme je vous le disais, là, le handicap sévère et la dépendance, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils veulent mettre l'accent. Et donc, il y a une cotation qui apparaîtra en avril, qui est CTX, et qui est à 60 € pour l'ensemble de la consultation qui est assez complexe. Donc, cette cotation, vous pouvez l'utiliser pour le premier dossier de MDPH, effectivement, pas pour les renouvellements où il n'y a pas de changement. Mais vous pouvez, alors ce qui marque aussi dans l'avenant 9, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser lors du changement de médecin traitant pour des patients qui ont un handicap sévère. Et c'est facturable par les 2 médecins. Donc, typiquement, vous êtes le médecin traitant d'un patient qui est en situation de handicap. Vous préparez tout le dossier pour la transmission, ça va être rémunéré. Et pareil, le médecin traitant, le nouveau médecin traitant du patient, de l'autre côté, il pourra aussi, lors de cette première consultation, avoir cette cotation à 60 €. Voilà. Ce qui change aussi, c'est que quand vous allez consulter dans des structures de soins spécialisées pour le handicap, vous pouvez appliquer à chaque fois la majoration de déplacement. Et est apparue aussi la notion de consultation blanche. Alors, c'est pas extrêmement bien défini, je trouve encore ce que c'est, mais l'idée, c'est que le patient vient vous voir, vous n'avez pas le temps de l'examiner parce qu'il y a déjà beaucoup de papiers à faire. Alors voilà, même sans l'examen clinique du patient, vous pouvez coter une consultation. Et comment est-ce qu'elle sera codée, la lettre, pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas extrêmement défini. Oui, je pense que même si vous êtes spécialiste, vous pouvez utiliser cette cotation MDPH. C'est vraiment spécifique pour le dossier MDPH. Quoi qu'il en soit, alors moi j'ai essayé de relire l'avenant 9 et de vous mettre un peu les informations comme je les comprenais.
Ce qui est prévu par l'assurance maladie, c'est qu'ils vont venir voir chacun d'entre nous, normalement, les conseillers, pour pouvoir nous expliquer ces nouvelles cotations et répondre à nos questions spécifiques en fonction si on est secteur 1, secteur 2, Optam, pas Optam. Voilà. Donc, on va essayer de faire un truc un peu général, mais je pense que si vous avez des questions spécifiques, ça vaut le coup de les noter et de les poser aux représentants de l'assurance maladie quand il passera vous voir. Une deuxième situation, le petit Théo, 24 mois, qui vient pour sa consultation de routine. Sa maman est inquiète parce qu'elle dit qu'il a probablement du retard par rapport aux autres enfants de la crèche. Qu'est-ce que vous lui proposez après avril 2022? Ou qu'est-ce que vous lui proposez maintenant? On va avancer. Alors, la première chose, c'est que la consultation de 24 mois, c'est une consultation juste en petit rappel où il y a un certificat à remplir qui normalement se trouve dans le carnet de santé, mais que vous pouvez aussi télécharger sur Internet. Et une cotation spécifique qui est COE et qui est cotée à 24 €. Et j'en ai profité pour vous remettre le calendrier des 20 examens de suivi où il y a des cotations particulières, donc COD qui sont à 30 € et qui sont prises en charge par l'assurance maladie. Toute la présentation, on vous la transmettra dans les jours qui viennent parce que j'ai essayé de mettre des petits liens, des petites choses comme ça pour vous faciliter la vie. Donc, vous aurez le support dans les prochains jours. Et effectivement, donc, il s'agit d'un potentiel trouble du neurodéveloppement, mais aussi ils incluent la relation mère-enfant. Donc, ce que vous pouvez proposer au petit Théo et à sa maman, c'est une consultation dédiée au repérage. Donc, ça va être une consultation qui doit être suffisamment longue et qui est surtout vraiment spécifique au dépistage des troubles du neurodéveloppement, donc disjointe de tous les autres objectifs de soins et de suivi. Je vous ai mis le lien sur handicap.gouv.fr. Il y a une grille de repérage qui est, je trouve, assez bien faite pour les différents âges avec les différents objectifs et l'algorithme pour savoir quand est-ce qu'il faut envoyer aux spécialistes ou quand est-ce que c'est pas la peine. Et effectivement, cette cotation, c'est CTE et elle est à 60 €. Ensuite, il y a tout ce qui est dépistage des troubles de l'audition et de la vision de l'enfant. Alors, c'est sûr que c'est mieux d'être formé. Il y a des cotations en fonction des actes et en fonction des tests que vous faites. Et il y a aussi des mallettes qui sont toutes prêtes. Alors, des mallettes qui sont toutes prêtes suivant l'âge. Et ça rentre. Alors, il n'y a pas de cotation particulière, mais ça rentre dans les points de ROSP. Donc, ça vous permet de gagner des points de ROSP à la fin de l'année. Voilà. Et je vous ai mis les liens vers les feuillets, les livrets là, sur le dépistage des troubles de l'audition et des troubles visuels. Alors, Monsieur Patbol qui vient de se couper en bricolant, il a une plaie de 5 cm qui est superficielle et qui est suturable au niveau de la cuisse. Il avait été à la pharmacie en face du cabinet et le pharmacien lui a dit de venir vous voir rapidement pour pouvoir être pris en charge. Qu'est-ce que vous faites? Quelle cotation appliquez-vous? Voilà. À vous. Il y a ces deux cotations-là. Donc, la première, c'est sur l'acte de parage et de suture de la plaie superficielle, qui est à 51 €, et de ne pas oublier de mettre la majoration d'urgence au cabinet, qui est le M, qui lui est à 26 €. Et effectivement, ça fait 78,64 €. Donc là, il n'y a pas de changement en avril. C'était surtout pour revenir sur cette majoration d'urgence majoration pour soins d'urgence au cabinet que personnellement j'oublie à chaque fois. Mais voilà.
Ensuite, on a la petite Sophie qui va rentrer dans le programme d'aide sociale à l'enfance. Elle vient vous voir sur un créneau de consultation classique pour une visite de routine. Qu'est-ce que vous lui proposez à partir d'avril 2022? Donc, on rentre voilà, de nouveau pareil dans les publics vulnérables. Et là, l'idée, c'est quand l'enfant rentre dans ce programme d'aide sociale à l'enfance, qu'il ait un bilan de santé et de prévention dès le début de la mesure de protection. Donc, il faut lui proposer une consultation qui va être une consultation un peu plus longue, qui est notée comme consultation complexe. Et au sein de cette consultation, l'idée, c'est d'identifier les besoins, avec un S, de prévention et de soins permettant d'améliorer l'état de santé physique et psychique de l'enfant. C'est très vague. J'ai cherché un peu à droite et à gauche, savoir s'il y avait des items très spécifiques qui devaient apparaître dans la consultation, mais je n'ai pas trouvé. Et la cotation, c'est MCX et c'est à 46 euros. Voilà. Donc ça, normalement, vos éditeurs de logiciels les mettront à jour automatiquement à partir d'avril. Voilà. Donc, faire revenir l'enfant, une consultation complexe, état sur la vaccination, l'examen clinique, le développement, recherche de troubles du développement et tout ce qui s'ensuit. Alors, en gros, sur ce qui se passe au cabinet, c'est surtout ça. Vous pouvez faire les cotations MIS, donc qui sont les consultations complexes aussi pour les dépistages des troubles autistiques, pareil. Qu'est-ce qui change d'autre? Et puis ouais, voilà, c'est surtout ça ce qui changeait. Et puis dans les troubles, voilà, ce qui apparaissait aussi, c'était la notion de trouble de la relation précoce mère-enfant, qui peut aussi faire l'objet, comme on l'a vu, d'une cotation particulière. En visite, il y a 2-3 petites choses qui changent aussi. Alors, on va partir de Madame V, qui a 80 ans, qui est en ALD, qui a un peu de démence et un peu de diabète. Et vous la voyez en visite tous les 3 mois. Elle vit seule en RPA. Elle a pas mal d'aide. Quelle cotation? Voilà, super. Merci Linda. Linda est au taquet. Je lui donnerai la parole la prochaine fois. Donc, effectivement, alors, c'est 4 fois par an. En fait, c'est 1 fois par trimestre. Et c'était 3 fois jusqu'à maintenant. Donc, ça va passer à 4 fois, donc tous les 3 mois. Donc, il faut que ce soit des patients de plus de 80 ans et en ALD. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc, c'est bien plus de 80 ans et en ALD. Ouais, quelle que soit l'ALD. Alors, le type d'ALD n'est pas précisé dans l'avenant 9. Donc, si ce n'est pas précisé, c'est que c'est tous. Donc voilà, mais il faut que vraiment il y ait ces 2 conditions, 80 ans et en ALD. Donc c'est VL plus MD, c'est par trimestre, 1 fois par trimestre, et c'est coté 70 euros. Sans la notion d'âge maintenant, si vous avez un patient qui a une maladie neurodégénérative, alors en consultation, là c'est vraiment sur les visites. Dans les consultations, vous ne pouvez pas faire de consultation complexe. C'est une bonne question. C'est pas marqué en tout cas. Ça apparaît pas comme ça dans l'avenant 9. Mais question à poser aux représentants de la CEPAM. En consultation complexe, non, je ne pense pas que ce soit. Voilà. L'idée, en fait, c'est vraiment que les patients qui sont à domicile puissent rester à domicile le plus longtemps et qu'on soit motivé pour aller les voir. Donc, ça s'applique vraiment à ceux qui sont assez dépendants. Pour vos patients qui ont des maladies neurodégénératives et qui sont à domicile, donc là, on enlève la notion d'âge. Vous pouvez de la même façon, 1 fois par trimestre, coter une visite longue, plus les majorations de déplacement, et donc on arrive à 70 euros.
Pour les patients qui sont en soins palliatifs, pareil, enfin pas pareil, mais vous avez la possibilité 4 fois par année civile de coter une visite longue et une majoration de déplacement. Donc pareil, 70 €. Je finis sur les soins palliatifs. Et donc, voilà, là, il n'y a pas besoin que ce soit une fois par trimestre, c'est juste 4 fois de façon aléatoire au cours de la même année civile. La liste des maladies neurodégénératives qui sont éligibles, honnêtement, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu de points spécifiques là-dessus. Il parlait vraiment juste de maladies neurodégénératives. Alors après, je pense que ça va, soit ils publient une liste, soit ça va être à l'appréciation du médecin. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu de liste fermée, enfin en tout cas établie. Les cotations. Alors attends, hop, anglais. Comment est défini en soins palliatifs? Alors ça, c'est vous. Enfin, souvent, il y a les équipes mobiles de soins palliatifs qui sont mis dans la boucle. Donc ça, c'est une façon d'officialiser l'entrée en soins palliatifs. Et puis, sinon, il faut que ce soit marqué dans le dossier que le patient est en soins palliatifs. Mais souvent, vous êtes rarement tout seul à décider. Enfin, normalement, vous ne devriez pas être tout seul à décider que le patient rentre en soins palliatifs. C'est vraiment une décision qui est collégiale, soit avec l'hôpital, lors d'une RCP à l'hôpital, et puis en concertation avec la famille. Donc, ça ne se pose pas de problème particulier. Après, le soin palliatif ne veut pas forcément dire que le patient va décéder rapidement, mais en tout cas, il n'y a pas d'acharnement et puis on décide de façon collégiale qu'il rentre en soins palliatifs. Normalement, vous n'êtes pas seul sur cette décision. Enfin, vous ne devriez pas être seul sur cette décision. J'espère avoir pu répondre. J'espère que c'était clair. Voilà. Donc, pour l'instant, on tient le timing. Sur les cotations en télémédecine, là aussi, il y a des petites évolutions à partir d'avril. Alors, je n'ai pas fait de cas clinique, mais donc là, sur la téléexpertise qui avant était réservée à certains types de patients, là, elle est ouverte à l'ensemble des patients. Le médecin requérant, lui, va toucher 10 € par acte de demande de téléexpertise dans la limite de 4 par an et par patient. Et le médecin requis, lui, va toucher 20 € par acte dans la limite de 4 par an et par patient. Si le patient change de médecin en cours d'année, vous pouvez, avec ce même patient, demander 4 actes de téléexpertise, même si pour le même patient et pour la même spécialité, il y a eu d'autres actes de demander avant dans l'année. Voilà, c'est vraiment centré sur le médecin. Alors, comment se cote la téléexpertise? On avait fait un super webinaire sur la téléexpertise au début. C'est un peu sioux. Donc, celui qui va coter la téléexpertise, c'est le médecin requis. Au moment où il va faire la feuille de soins, il va coter donc, TE pour téléexpertise, et il va rentrer dans la feuille de soins le médecin qui a fait la demande, donc le numéro assurance maladie, le RPPS du médecin, et c'est la caisse qui automatiquement vous réglera les 10 €, réglera les 10 € au médecin requérant et les 20 € au médecin requis. Voilà, c'est juste comme ça. Donc, c'est le médecin requis à la fin de la téléexpertise, une fois qu'elle est clôturée, qui, quand il fait sa feuille de soins électronique, renseigne dans les champs le médecin requérant. Voilà. Alors ça, c'est quelques exemples de motifs de téléexpertise tels qu'ils apparaissent dans l'avenant 9. Donc, vous voyez qu'ils ouvrent vraiment très, très grand
le champ des possibles en incluant les objets connectés. Vous avez peut-être vu que dans vos ROSP, l'équipement en objets connectés rentre dans les ROSP à partir de maintenant. Donc, c'est aussi probablement pour pouvoir favoriser le développement de la téléexpertise. Donc, les photographies de tympan, de gorge, alors, les études de spirométrie, si vous en faites, les lésions les photos de lésions cutanées, plutôt dans ce sens-là, les suivis de plaies, les surveillances en cancérologie, les interprétations d'électrocardiogramme. Ça va être assez prisé. À ce propos-là, on a lancé une ESS, on a participé au lancement d'une équipe de soins spécialisée en région parisienne. Et on donne la possibilité aux médecins généralistes de joindre des cardiologues quand ils ont des doutes sur les électrocardiogrammes. Voilà, si vous êtes intéressé dans vos régions, n'hésitez pas à nous en parler. Avec les neurologues, par exemple les adaptations de traitements anti-épileptiques, les bilans pré-chimiothérapie ou pré-hospitalisation dans des différentes spécialités. Et voilà, bon, c'est vraiment pas limitatif. Donc voilà pour la cotation en téléexpertise. Donc c'est ouvert à tous les patients. Et avant, on avait deux leviers, deux niveaux de téléexpertise, expertise 1, expertise 2, suivant le degré de complexité. Là, ils ont simplifié, il n'y en a qu'un. On ne se pose pas la question. Dans les téléconsultations, il y a aussi un petit peu de changement. Donc, on a une levée de l'exigence de la territorialité, sous réserve que le patient qui demande la téléconsultation soit en zone sous-dense. Donc, c'est une levée de l'exigence de territorialité partielle pour qu'elle soit remboursée. Et il y a la suppression de l'obligation de la consultation présentielle dans les 12 mois précédents. Pareil, pour les médecins, alors ça c'est pareil, pour les médecins sans médecin traitant, en l'absence d'organisation territoriale sur le secteur ou en cas d'adressage par le service d'accès aux soins, en cas d'impossibilité de prise en charge sur les territoires. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vous pouvez être amené à voir en téléconsultation des patients qui ne sont pas de votre territoire, mais uniquement s'ils viennent de territoires défavorisés, en zone sous-dense. Et je vous rappelle que pendant toute la pandémie, Covid-19, la prise en charge des téléconsultations est faite à 100% par l'assurance maladie avec le code de TCG normalement sur vos logiciels métiers. Il ne doit pas y avoir de reste à charge du patient. Alors, comment se définit une zone sous-dense? C'est le rapport entre le nombre de médecins qui est présent sur le territoire et le nombre de patients qui est présent. Alors, il y a des cartes qui existent dans chaque ARS et voilà, bon, en général, vous savez si vous êtes dans une zone sous-dense ou pas. Voilà, bon, c'est assez théorique, hein, j'avoue qu'on ne va pas vérifier où est le patient exactement, s'il est vraiment bien dans la zone ou s'il est un petit peu en dehors, mais bon, c'est des choses administratives. Normalement, le code TCG, oui, il est toujours pris en charge à 100%. Normalement, les logiciels sont pour l'instant cotés comme ça, pour peu que on soit dans le parcours de soins, que ce soit aux patients. Même, voilà, si la question c'était est-ce qu'il faut que ce soit relié à un contexte Covid, enfin un motif Covid, non, ça peut être n'importe quelle téléconsultation. Alors, pour les patients qui vivent dans une autre région, mais qui ne trouvent pas de médecin traitant proche de chez eux et que nous continuons à suivre en téléconsultation, eh bien là, en fait, typiquement, le patient, vous êtes toujours son médecin traitant parce qu'il n'a pas pu en changer vu qu'il n'en a pas trouvé. Donc là, vous pouvez continuer à le suivre et ça va être continué à rembourser. Ça reste dans le parcours de soins, même si le patient il n'est plus avec vous. Enfin, il n'est plus physiquement avec vous, mais voilà, vous le connaissez toujours, vous l'avez suivi, donc ça, il n'y a pas de souci. Tant que le patient n'a pas retrouvé de nouveaux médecins traitants, vous pouvez continuer comme ça. Alors, bonjour, jusqu'à quand la TC 100% CPAM? Eh bien, ça va être le gouvernement qui va le décider. Le jour où il dira qu'on n'est plus dans une période de pandémie, ça s'arrêtera. Donc, ça se repousse tout le temps. C'était jusqu'au 31 décembre. Là, ils ont mis le 31 juillet.
On verra. Pour l'instant, ça continue comme ça. Toc, toc, toc. Ça, c'est sur la téléconsultation. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt, je ne suis pas syndiqué. Je vous ai mis 2-3 liens que je trouvais intéressants. Donc, il y a les généralistes CSMF qui ont fait un petit résumé, les généralistes et les spécialistes d'ailleurs, CSMF, qui ont fait un petit résumé sur les nomenclatures qui vont changer en avril. Il y a une plaquette qui est très bien faite de MG France avec toutes les cotations qui sont actuelles, mais j'imagine qu'ils vont les actualiser à partir d'avril. Et Omniprat, je pense que la majorité d'entre vous connaissent, où il y a toutes les cotations. C'est assez didactique. Il y a vraiment tout le chemin clinique et vous pouvez trouver toutes les cotations. Alors, aux Antilles, alors ça, c'est vraiment les montants pour la métropole. Je n'ai pas fait les montants pour les Antilles, mais il y a les modifications qu'il y a en métropole, elles sont répercutées avec un coefficient dans les Antilles. Voilà. Alors, 2 petites questions. Pour le Covid, est-ce qu'il y a une territorialité pour les téléconsultations ? Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Après, quand le patient, en pratique, dans la vraie vie, quand le patient prend une téléconsultation avec vous, vous ne savez pas où est-ce qu'il est. Donc, c'est un peu sur ce qu'il raconte. Voilà. Je ne sais pas si c'est un peu une réponse de Normand, mais voilà. Donc, pour les Antilles, avec le coefficient correcteur dont on a parlé. Alors, pour les psychiatres, il y a effectivement des nouvelles cotations aussi. Il y a les consultations psy, CNP psy, CNPsy, qui sont à 42 €. Il y a aussi les avis ponctuels de consultants qui sont revalorisés à 55 €. Donc ça, les avis ponctuels de consultants, c'est quand vous recevez un patient adressé par son médecin parce que vous avez une compétence particulière. Donc, soit vous êtes généraliste et vous avez un exercice particulier, soit vous êtes spécialiste et vous avez vraiment un avis ponctuel, c'est-à-dire que vous n'allez pas suivre le patient après. Et en théorie, il me semble qu'il ne faut pas avoir vu le patient 4 mois avant et pas le revoir dans les 4 mois qui suivent la consultation. Et à ce moment-là, il y a la cotation APC qui, elle, sera revalorisée. Donc, de passer de 50 à 55 €. Pour les psychiatres, il y a une majoration de 3 € pour la consultation psy, pour les patients de moins de 16 ans. Qu'est-ce qu'il y a de plus pour les psychiatres? Dans les urgences psychiatriques, la CNPsy, elle est multipliée par 2 quand c'est réalisé à la demande du médecin traitant ou par le régulateur du SAS. Et voilà ce que j'avais noté pour les psychiatres. Peut-on faire APC peut-être, plus cotation frottis associée. Alors, pour moi, la cotation frottis, elle va juste avec la cotation G de consultation. Mais c'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Normalement, vous devez revoir le patient après pour les résultats. Je sais pas. Je poserai la question. C'est une bonne question. Merci d'avoir posé. Ce serait bien. Ce serait bien. Après, on peut tenter et voir ce que ça donne. Mais voilà. Donc, on a presque tenu. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, majoration d'urgence M uniquement pour les actes techniques. Oui, la cotation M, elle va être associée
aux actes que vous allez faire. Sinon, normalement, votre logiciel, il bloque. Si vous avez une majoration d'urgence, parce que alors, quand vous êtes obligé de prendre un patient en urgence, que vous faites des actes, ou quand vous êtes obligé de sortir de votre cabinet en urgence pour voir un patient, là, il y a une cotation qui est MU de mémoire que vous pouvez associer et qui, pareil, alors je ne sais plus à quel montant elle est de tête, mais voilà, c'est MU quand il n'y a pas d'acte technique. Ou quand vous êtes obligé de sortir plutôt, interrompre votre consultation. Et M quand c'est pour les sutures, des choses comme ça. Voilà. Merci Emmanuel pour le MU à 22,60 €. Pour les endocrinos, il y a la MCE qui est majorée de 6 €, donc elle va passer à 22 €. Indépendamment du secteur. Donc ça, c'est pour les consultations pour les diabètes compliqués, insulinodépendants, insulino-requérants, pour la première consultation d'endocrinopathie complexe, ou pour l'interniste aussi qui a des compétences en diabéto. Voilà, c'est une revalorisation de la MCE. Toc, toc, toc. Et voilà. Après, il y avait pour la gynéco, pour la gynéco, il y a une revalorisation de 2 € sur tous les secteurs de tarifs opposables et la création d'un supplément de 15 € pour valoriser le temps médical et le diagnostic dans le prolongement en post-colposcopie. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aurais oublié? Les pédiatres, donc il y a un nouveau forfait pédiatrique qui a une majoration de 5 €. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour vraiment des grosses modifications. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de les poser à la CPAM et puis de revenir vers vous. Merci pour vos questions, pour vos remarques toujours pertinentes. Donc, on a dépassé un petit peu, mais donc, vous aurez dans la prochaine Medletter tout le document avec les liens qui vont bien. Je vous invite d'ores et déjà jeudi 31 mars pour notre prochain live qui sera intitulé La télémédecine à l'hôpital. Et c'est le retour d'expérience d'une équipe de l'équipe d'urgence de Lille qui ont utilisé la téléconsultation de façon assez innovante et hyper pertinente. Donc voilà, ça va être vraiment très intéressant. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. J'espère que vous aurez pu apprendre 2-3 petites choses. J'étais ravi d'animer ce live et je vous dis à très bientôt.